Puis tu sais, c'est ça l'affaire. Je pense que les entraîneurs, on est tellement dans notre petite bulle du fitness qu'on oublie que tu as encore des gens qui boivent 3 gallons de coke par jour. T'sais. Puis que là, on est comme, là, il faut que tu augmentes ton insuline. Mais t'es comme, man, je veux dire, faut que tu arrêtes de passer 3 boîtes de Joe Louis. Là, puis ça existe pour vrai, des gens comme ça. Fait que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on cherche quelque chose dans la science qui va nous permettre d'hacker, genre, puis faire, c'est ça le responsable de l'obésité, quand plus souvent qu'autrement, c'est les bases sont pas respectées. Là. Fait que c'est ça qui est touché. Puis là, on va tomber dans toute une game de marketing, à savoir que les gens ont besoin de trouver quelque chose sur la science, puis ont besoin de faire genre, ça c'est la nouvelle affaire, ça c'est le nouveau truc, c'est ça qui vend, c'est ça qui est cool. Puis là, c'est de confronter un peu ces deux extrêmes-là. Là. Fait que tu sais, je pense que la science est souvent utilisée pour justifier des protocoles, pour rendre des protocoles plus nouveaux qu'ils sont réellement. Diète cétogénique, là, on a entendu parler des années passées, mais les premières études, c'est la diète cétogénique datent de 1908, 1910. Alex, un gros merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi, mon Dieu, c'est super apprécié. Je suis super content d'être là. Ça me fait plaisir. Si tu peux commencer par te présenter un peu ton parcours. J'ai quand même écouté bien les podcasts de toi, mais peu tu parles de ton parcours. Tu sais, ça commence tout le temps dans le vif du sujet, à la place d'un peu parler de ce que tu as fait de quoi comme parcours pour être rendu là. Fait que ton C'est parcours un voulu. peu. C'est voulu les histoires courtes de début. Je te dirais, je trippe pas tant que ça à parler de moi et mes affaires souvent. Fait que je short un peu consciemment. Ah, man. Je suis entraîneur depuis 11 ans, je pense. Je pense que c'est ma 11e année, quelque chose comme ça. J'ai fait un bac à l'UQTR, j'ai fait une maîtrise à l'UQTR, j'ai fait des études doctorales aussi à l'UQTR. Puis quand j'étais arrivé en Kid, moi, je voulais aller en recherche. Sauf que la vie a décidé que ça allait pas se passer, puis on a comme perdu tout notre financement du jour au lendemain. Fait que, contrairement à ce que beaucoup de monde pense en recherche, il y a des grosses games de financement, puis il y a beaucoup d'affaires comme ça. Fait que j'ai été dans les nombreux projets qui ont été coupés. Puis c'est ça, je pense que je me spécialise beaucoup justement parce que avec tout ce qui est science, avec tout ce qui est vulgarisation de ça, principalement à cause que j'ai passé 7 ans de ma vie à temps plein à lire des études, à être dans la littérature. J'ai travaillé comme écrivain pour ce qui est de manière plus ou moins débattable légale, là. Mais j'ai travaillé comme écrivain pour des labos et des choses comme ça. Fait que je pense que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec la science, qui aime ça faire. J'aime principalement tout ce qui est habitude de vie, tout ce qui comment ça peut impacter, évidemment, tout ce qui est santé puis gestion du poids, là, principalement. C'est pas mal ça que j'ai fait en recherche. Puis qu'est-ce qui t'attirait vers la recherche? Tu avais de l'air à savoir dès le début que c'est pas mal là-dedans. Tu voulais Ouais. plus percer. C'est quoi qui t'attirait plus? Le désir de vaincre le colosse qui est l'obésité. Un immature désir, man, de vaincre l'épidémie d'obésité qui est là, puis d'essayer de trouver des façons de renverser ce monstre-là, genre, parce que la situation parce que ça devient un problème en termes de santé populationnelle un peu, puis il y a de nombreux défis qui étaient là, puis je voulais juste participer à ce combat-là. C'était principalement ça que je voulais. J'étais dans mon syndrome de sauver le monde du jeune héros, puis je suis tombé dans la littérature, puis j'avais l'impression que j'allais contribuer. Je voulais contribuer à ce problème-là. Mais pas au problème. En fait, mon but c'était de ne pas contribuer au problème. Le but, c'était de trouver des solutions potentielles. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme ça que je tombe en promotion de la santé. Un petit peu plus. Puis tes recherches, tu sais, que tu as participé au fil des années, tu réussis pas mal à toucher à justement des trucs qui concernent l'obésité dans le sens où, mettons, l'activité physique, J'ai travaillé en gestion du poids et des habitudes de vie principalement, mais chez des populations. Ouais, fait qu'on l'a fait dans les populations universitaires, on l'a fait en milieu de travail, on essaie de développer des programmes puis d'évaluer des programmes concrets pour faire la promotion des habitudes de vie. Fait que oui, potentiellement, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Ces affaires-là, il y a vraiment, ça devient super compliqué. Puis c'est ça le problème avec, puis ça va probablement faire une métaphore intéressante avec tout l'entraînement en général, c'est que tu sais, on essaie de trouver une solution à la gestion du poids, mais c'est quelque chose qui est très, très multifactoriel, c'est quelque chose qui ne réagit pas. Tout le monde ne réagit pas nécessairement de la même façon, différents traitements. Fait que même quand tu arrives avec une façon de faire, ben, c'est que tout le monde réagit très, très différemment à ça. Fait que tu arrives avec un problème qui est homogène, mais des solutions qui sont hétérogènes, genre. Fait que ça devient vraiment, vraiment difficile d'adapter des adaptations précises à ça. Oui, je comprends. On va reparler un peu de la science tantôt Excellent. dans mes questions, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Le cardio,
qui est quand même un sujet dans le monde de la transformation physique, composition corporelle. C'est quoi les plus grands mythes que toi, de ton côté, tu as entendu puis que tu es comme non, mais ça, il faut que ça cesse, là, ces mythes-là par rapport au cardio? Je te dirais pas mal n'importe quoi qui va embarquer sur le cardio, en fait. On parle de purement composition corporelle, là, en ce moment. Ouais. C'est ça. L'affaire, c'est que dans la littérature scientifique, il n'y a pratiquement rien en termes de cardio et de composition corporelle de manière précise. C'est tout sur des performances athlétiques. Fait que, tu sais, lorsque tu vas tomber avec des triathlètes ou avec des cyclistes de haut niveau qui font des protocoles précis pour développer leur VAM ou développer une qualité précise, ben, on va trouver des résultats, puis on s'imagine que ces résultats-là vont être applicables aussi à de la perte de gras, ce qui est réalistiquement pas le cas. T'sais, on tombe dans des affaires, puis un exemple qui est souvent massacré, c'est les fameux hits ou les Tabata, puis ces affaires-là. Tout le temps, tu arrives à un impact où est-ce que le monde font ah ben là, c'est des réelles études. C'est vraiment validé que si tu fais un protocole de Tabata de la manière qui a été faite, tu fais 8 secondes, 8 efforts de 20 secondes, 10 secondes de repos à plus haute intensité, ben, tu vas avoir un impact sur le cardio qui va être plus grand que si tu fais un cardio continu à basse intensité. Fait que le monde part avec ça, sauf que le problème, c'est qu'on ne dit pas à quelle intensité ou comment c'est fait. T'sais, Tabata, c'est fait à 150% de la VAM. Puis là, ça ne dit pas grand-chose, mais chez des cyclistes de haut niveau, l'écrasante majorité des gens ne finissaient pas le protocole. Fait que, on a des gens qui sont des professionnels-ish là-dedans, qui sont pas capables de compléter le protocole. Puis après ça, on prend ça, puis on pense que parce que toi, tu fais des jumping jacks 8 fois 20 secondes, tu vas aller chercher une intensité qui est comparable. Fait que, c'est de se demander vraiment qu'est-ce qui a été fait, chez quel type de population, puis comment c'est transposable. Puis c'est là qu'on va tomber dans tout plein de problèmes avec le cardio. Tu arrives où est-ce que, OK, cardio à jeun, c'est bon pour la perte de gras. Ben, OK, parfait, on peut checker ça ensemble. Puis après ça, tu arrives à un impact où est-ce que, ouais, tu as réellement des études qui ont mesuré le cardio à jeun versus des conditions qui ne sont pas à jeun, mais à quel point ça fait une différence? Pour reprendre mon exemple de l'intensité de tantôt, ben là, c'est que tu fais ton 20 secondes, OK, à quelle intensité tu le fais? Ça change tout, même affaire pour le cardio à jeun, ça change de quoi? Parfait. À quel point ça change de quoi? Il ne faut pas nécessairement avoir peur de quantifier, puis quand on tombe dans la quantification de l'effet, parce que avoir un effet en science, puis c'est une chose. Tu peux trouver une différence, faire right, il y a probablement quelque chose à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que ton effet est pertinent. Puis qu'il y a des applications réelles. Dans une de mes études, on était arrivé à. On avait réussi à trouver une différence qui était phénoménale. C'était super fort en termes de statistiques. Là. On avait un. Je ne sais pas si tu as déjà vu les études scientifiques, des affaires comme ça marche souvent sur le P. Là. P égale 0,01. Ça, c'est la présence d'une différence. Si tu as un P, ça veut dire, c'est souvent avec ça que tu vas publier, là, ça te prend ton P, puis tes résultats, puis après ça, avec ça. On est avec un P qui est 1 sur 1000, concrètement. Fait que c'est une différence phénoménale, statistiquement parlant. On est comme, wow, il y a une différence entre les gens, je ne sais pas c'était quoi exactement, mais c'était sa consommation de légumes selon, je pense, le statut. Fait que là, on arrivait avec, OK, les gens qui sont divorcés mangent plus de légumes. Mettons c'était ça. Puis on est comme, wow, personne n'a jamais trouvé ce résultat-là, on va publier, on s'en va à l'autre bout du monde avec ça, on s'en va à Nature, on va tous devenir riches, on va tous se promener en yak, puis tout est beau. Puis après ça, quand on pousse plus loin, on se rend compte que la différence de légumes, c'était genre 0,1. Fait que le monde mange 1/10 de plus de légumes que les gens qui ne sont pas divorcés, maintenant. Fait que c'est vraiment, vraiment important quand on trouve une différence de faire, alright, fine, il y a une différence, mais à quel point est-ce que la différence est utilisable? Cardio à jeun, c'est un bon exemple. Il y a une différence, clairement, il y en a une. Quand tu es à jeun, ça va changer l'utilisation des substrats énergétiques à l'effort. C'est clair que oui, ça va avoir un impact. Sauf qu'on parle d'environ 1 gramme à l'heure de gras de plus. Fait que, la dépense calorique va être la même, puis il y a beaucoup de monde à jeun qui vont avoir une réduction de leur performance, à savoir qu'ils ne seront pas capables de pousser autant qu'ils pousseraient s'ils ne seraient pas à jeun. Fait que, tu sais, dans le meilleur des mondes, la dépense énergétique calorique va être la même, puis réalistiquement, pour beaucoup de personnes, elle va être plus petite. Mais tu brûles 1 gramme de gras de plus. Fait que, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose avec ça. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment ça qui est important. C'est d'arriver puis de faire genre, la différence existe. Comment est-ce que la différence est applicable vraiment dans mon contexte ou dans ce que j'essaie de faire? Ah, souvent, je pense qu'on lit juste les gros titres. Mm-hmm. Mais quand tu te mets à fouiller un peu plus, c'est comme tu dis, à voir, OK, oui, ça fait une différence, mais à quel point, c'est là que tu t'aperçois, OK, ouais, mais faudrait peut-être pas abuser non plus. Mais je pense que soit les médias ou surtout les médias sont bons pour rapporter les gros titres d'études. Mm-hmm. Les gens, tu sais, ils vont souvent plus se fier à ça pour aller chercher leurs sources d'information. Fait que c'est là où le monde sont remplis de... le hit, c'est vraiment un bon mythe, mais le cardio à jeun, je l'entends tout le temps. Si je vais faire mon cardio à jeun, je vais brûler plus de gras. Ouais, c'est vrai, non, c'est 100% vrai que tu vas brûler plus de gras. Vrai. Tu ne brûles pas nécessairement plus de calories parce que tu vas peut-être prendre plus de glucides
tu vas prendre plus de glucides, en fait, pour le même effort parce que tu as plusieurs systèmes, mais tu sais, la différence reste si présente, insignifiante, genre. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas nécessairement rester collé sur il y a une différence versus il n'y en a pas une. C'est la même métaphore. Un exemple que j'aime vraiment, vraiment beaucoup qui illustre ça, c'était sur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de. T'as quel âge? Quel âge c'est? J'ai 24 OK. Tu es dans le monde d'entraînement depuis combien de temps? depuis que j'ai 19. OK. Fait que Ça fait un petit bout de ça, je ne sais pas si ça va te dire de quoi, mais il y a quelques années, le monde parlait de la créatine pour la testostérone. Ça te dit-tu de quoi? non. Non, OK. Il y avait un mythe que si on prend de la créatine, ça pouvait avoir un impact positif sur la testostérone, puis potentiellement la perte de cheveux. C'était ça l'argument. Puis ça date d'une étude qui a été faite chez des joueurs de rugby, qui est vraiment, vraiment cool. Eux autres, ils prenaient un marqueur de test précis qui s'appelle le dihydrotestostérone. Ils prenaient comme une variante de l'hormone, en fait. Là. Puis il a remarqué que quand tu supplémentais en créatine, tu avais une augmentation de ta testostérone de 2 ou 3. Il me semble que ta valeur, elle passait de 400 à 450. Une affaire de même en moyenne. Fait que tu avais une augmentation claire de la testostérone. Tu es comme, wow, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas toute la testostérone? Peut-être des compagnies de suppléments qui ont commencé à sortir ça en disant testostérone booste la créatine, la créatine booste la testostérone, la patente. Puis quand on tombe dans l'étude, tu te rends compte que, alright, fine, ça a un impact sur ta test, en fait, sur ta dihydrotestostérone, pas nécessairement sur ta testostérone, mais ça a un impact sur le marqueur, fine. Mais ta testostérone, elle peut fluctuer de 200-300 de manière 100% naturelle dans une journée. Fait que ça veut dire que tu passes de 400 à 450, c'est good. Mais tu sais, ça veut absolument rien dire comme fluctuation. Ça ne se traduira pas en des bénéfices réels. Puis on voit ça vraiment, vraiment beaucoup sur tu as des augmentations de certains marqueurs parce que le design de la science, c'est relativement compliqué de mesurer. Mettons, là, on prend le résultat final pour l'entraînement, ça va être la perte de gras ou de l'hypertrophie dans l'écrasante majorité des gens. Mais tu sais, mesurer de l'hypertrophie au moment où on se parle, on n'a aucune méthode concrète qui nous permet de mesurer directement de l'hypertrophie, fait que, de compter les sarcomères dans le muscle. On a différentes façons de l'estimer. Genre, on peut l'imager avec différentes mesures d'imagerie. Le MG est corrélé jusqu'à un certain point, mais mesurer directement l'hypertrophie, on ne l'a pas. Mais pour la perte de gras, c'est encore pire. C'est vraiment, vraiment logistiquement compliqué faire un protocole de perte de gras. Tu vas suivre du monde 8-12 semaines. Typiquement, si tu veux trouver des résultats, ça va te prendre 30-40 participants que tu vas mettre sur un protocole. Il va falloir que tu fasses des follow-ups. Ça va être coûteux, ça va être cher. Il faut que ton monde y reste dans ça. Fait que ce qu'on se commence à faire, c'est prendre certains marqueurs précis qui, eux, sont corrélés jusqu'à un certain point avec la perte de gras, genre l'insuline ou la résistance à l'insuline ou quoi que ce soit. Mais tu sais, avoir une augmentation de ta résistance à l'insuline, c'est pas nécessairement la perte de gras. C'est lié jusqu'à un certain point. Mais c'est la même affaire qu'on a dit avec notre testostérone que la créatine de tantôt. Tu as un impact sur ta testostérone très, très mineur, mais est-ce que ça va vraiment se bénéficier par des gains réels d'entraînement? Peut-être, peut-être pas, tu sais. Fait que c'est d'être un peu plus conscient de à quel point est-ce que ça mesure réellement ce qu'on essaie de faire. C'est ça qui est important, c'est qu'on prend beaucoup d'études et on les torture. Genre, on leur fait dire, alright, cette étude-là, elle veut dire ça. Mais t'es comme, non, man. Tu sais, moi, j'ai des gens qui ont déjà cité mes études, puis ils disaient, ils ont carrément fait des trucs en disant, ah, telle étude a trouvé que ça. Mais j'étais comme, non, non, man, c'est pas ça qui s'est passé, là. C'est pas ça que l'étude a dit. Ben oui, j'ai dit, voici le lien. J'ai dit, dude, c'est mon fucking nom qui est sur l'étude, tu sais. Ouais. C'est moi qui l'ai fait, genre. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens partent, puis là, ils sont comme, alright, voici telle étude qui a dit ça, puis là, ils cliquent sur le lien, puis là, il n'y a personne qui va vérifier, puis il n'y a personne qui va lire vraiment ce qui s'est passé. C'est super compliqué, là. Quelle étude t'as fait que tu as eu un outcome, tu t'es dit, oh shit, ok, ça c'est quand même. J'y ai quand même de en tant que tel, trouver quelque chose avec des guillemets. Là, mais ça va être triste un peu. Là. J'ai travaillé sur la santé des populations autochtones. Puis pour vrai, c'est rough. Là. C'est vraiment, vraiment rough. Les chiffres qu'on a trouvés là-dedans, c'était déprimant un peu beaucoup. Ça on a fait une revue de littérature. Là. Ça m'avait vraiment fessé de genre holy shit. Mais tu sais, il y a beaucoup de criminalité, il y a beaucoup d'affaires. Fait que tu sais, aller au gym, c'est pas nécessairement dans les priorités, mais tu sais, ça m'avait vraiment, vraiment fessé de voir du monde qui vivait dans des conditions comme ça. Puis, tu sais, que la réserve autochtone à Trois-Rivières est à 30 minutes de chez nous. Là. Fait que, tu sais, que 30 minutes plus loin, tu pouvais encore avoir une sous-bulle de tout ça. Ça m'avait vraiment, vraiment marqué, je te dirais. Là. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. Je pense que les entraîneurs, on est tellement dans notre petite bulle du fitness qu'on oublie que tu as encore des gens qui boivent 3 gallons de coke par jour, tu sais. Puis que là, on est comme, là, il faut que tu augmentes ton insuline. Mais t'es comme, man, je veux dire, faut que tu arrêtes de passer 3 boîtes de Joe Louis, là, puis ça existe pour vrai, des gens comme ça. Fait que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on cherche quelque chose dans la science
qui va nous permettre d'hacker, genre. Puis faire, c'est ça le responsable de l'obésité, quand plus souvent qu'autrement, c'est les bases sont pas respectées. Là. Fait que c'est ça qui est touché. Puis là, on va tomber dans toute une game de marketing, à savoir que les gens ont besoin de trouver quelque chose sur la science, puis ont besoin de faire genre, ça c'est la nouvelle affaire, ça c'est le nouveau truc, c'est ça qui vend, c'est ça qui est cool. Puis là, c'est de confronter un peu ces deux extrêmes-là. Là. Fait que tu sais, je pense que la science est souvent utilisée pour justifier des protocoles, pour rendre des protocoles plus nouveaux qu'ils sont réellement. T'sais. Diète cétogénique, là, on a entendu parler des années passées, mais les premières études sur la diète cétogénique datent de 1908, 1910. Ça fait longtemps. C'est pas exactement nouveau, là. Ça fait plus qu'un siècle. Là. Exact. C'est ça le problème, c'est que c'est souvent c'est la réalité du branding du monde de l'entraînement versus qu'est-ce qui se fait réellement. Le monde veut de quoi de sexy, tu sais, ils veulent pas se faire dire que, tu sais, pour perdre du gras, au final, il faut que tu augmentes faut que tu bouges plus, puis tu manges, moins, au final, c'est pas mal ça, là, tu sais. Mais ça n'a pas de l'air catchy de dire ça, là. Non, c'est ça, mais tu sais, les marqueurs de perte de gras restent les mêmes depuis plusieurs années. As-tu moins d'aliments transformés dans ton alimentation? Ou une diminution de ça? Si oui, ça va être fucking difficile à faire sans cuisiner plus. Un des trucs qui sort vraiment, vraiment positif, que le monde ne réalise pas, c'est qu'un des prédicteurs les plus constants de la perte de gras, c'est la confiance envers l'activité physique. Pas la pratique nécessairement, mais tu as beaucoup de monde qui se sentent inconfiants dans leur propre capacité de faire de l'activité, genre. Et là, t'arrives, tu peux leur sortir les meilleurs fucking protocoles de hit si tu veux. Là. Ouais. Tu peux leur sortir tout ce que tu veux, les meilleurs protocoles qui vont leur permettre d'hacker leur microbiome, je te sais pas quoi. Le dude, il n'en fait pas de sport parce qu'il se sent pas bien à en faire, genre. Fait que, tu sais, ces trucs-là, c'est toutes des choses qui sont vraiment, vraiment importantes de les développer. L'écrasante majorité des gens sont sédentaires. Fait que tu arrives à un impact où est-ce que tu es comme, est-ce qu'on a vraiment besoin de leur vendre des 7 minutes hit fat loss workout? T'es comme, je doute probablement qu'aller faire une marche de plus par jour, ce serait probablement mieux que faire n'importe quel programme d'entraînement pour ce genre-là. Fait que c'est ça qui est important, je pense. Puis là, on en parle comme si c'était simple, mais tu sais, on a un gros challenge dans le design de l'environnement, dans le sens que c'est impressionnant de savoir que les gens ne prennent pas plus de poids qu'ils en prennent là. Ouais. Ça devrait être bien pire que c'est là. On est quand même pas si pire pour gérer notre énergie, là, dans le sens que avec la quantité, l'environnement fait la promotion de bouffe super calorique, super transformée à tous les coins de rue. Là. Probablement que tu peux marcher 200 mètres de chez toi et te pogner 20-30 000 calories relativement simple. Ouais. Fait que, il y a ça. Le design. T'es dans quel coin? Laval. T'es à Laval. Ouais. Ben, les grandes villes, c'est un peu moins. Non, c'est pas vrai, Laval, ça doit être assez sédentaire. C'est possible de se déplacer quand même assez bien en transport en commun, peut-être? Quand même. C'est quand même facile, mais le monde est quand même pas mal sédentaire. C'est ça, tu sais, mais moi, mettons, à Trois-Rivières, en ce moment, là, partir de chez moi, me rendre au centre-ville, mettons, là, j'ai 30-40 minutes d'autobus à faire. Là. Puis j'ai 5 minutes de char, peut-être. Là. Fait que, tu sais, le design fait qu'on est de plus en plus sédentaire dans comment est-ce que l'environnement est fait. On se ramasse à avoir une activité physique qui est purement superficielle avec le gym. Parce qu'il n'y a jamais, nulle part dans l'histoire de l'humanité que tu étais actif pour être actif. Tu étais actif par nécessité, genre. Pour te déplacer, pour travailler, pour quoi que ce soit, genre. Fait qu'il se passe quelque chose de vraiment, vraiment intéressant dans la modulation qui va bien au-delà de la volonté, là. C'est comme, ça devrait être pire, là, puis c'est surprenant que la situation empire pas, je pense. Avec la COVID, as-tu remarqué, mettons, il y a bien moins de monde qui vont prendre le métro, qui vont prendre l'autobus. Le monde est pas mal tout assis un peu à la maison. As-tu vu une certaine augmentation quelconque par rapport à avant? Du poids, certainement. Je pense que je serais surpris dans mon entourage immédiat, dans ma clientèle immédiate, le monde qui n'ont pas dans ma clientèle nécessairement, parce que le monde qui a un entraîneur, je vends principalement des suivis, là, fait que tu sois au gym ou que tu sois chez vous, ça ne change pas grand-chose pour moi concrètement. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, les gens qui étaient plus comme temporaires, en guillemets, qui faisaient des workouts ou des programmes, ces affaires-là, eux autres, définitivement, que ça a fait ça un peu plus fort la COVID. Mais Maxime, il avait mesuré quelque chose comme ça, où est-ce que Maxime Saint-Onge, Dr. Kin, il avait mesuré de quoi pendant la COVID, où est-ce que lui, il avait vu que les gens qui se battaient que c'était quand même assez variable comme réponse, purement en termes d'activité physique. Genre que les gens qui avaient à Montréal, mettons, qui jouaient 2 heures par jour dans le trafic, eux autres, probablement que si tu leur enlèves 2-3 heures restant dans leur char à rien faire, bien là, probablement qu'ils vont être un peu plus actifs parce qu'ils ne vont plus nécessairement en char, mais que potentiellement l'écrasante majorité des gens, avec le stress, avec le fait que les activités physiques de loisirs n'étaient plus disponibles tant que ça, ça serait logique de penser ça, mais je n'ai pas ces chiffres-là et je n'ai pas mesuré ça. Mais je suis pas mal sûr que ça va sortir dans pas très long, ça. Ouais. Et typiquement,
il y a eu une augmentation du stress puis de la détresse psychologique des gens pendant la COVID. Puis, tu sais, il y a un. C'est quand même dur là, de perdre du poids ou d'avoir des bonnes habitudes de vie quand ça ne brasse pas top dans ta tête puis que ça va moins bien un peu. Fait que je ne serais pas surpris que tu aies eu une augmentation de ça. Puis c'est ça, c'est drôle. Il y a bien du monde qui essaie de perdre du gras, qui essaie de bâcher sur ça, qui sont juste pas dans un mindset adéquat pour perdre du gras. Genre, t'es comme nous, t'es hyper stressé, ça va pas bien, t'as pas le temps, tu sais. T'as pas le temps de te racheter un stress supplémentaire à gérer tes repas puis à gérer tes affaires. Tu sais. Fait que ça serait probablement quelque chose aussi. Là. Ouais. J'imagine qu'avec là, le déconfinement un peu, l'été, il y a plus de trucs qui ont rouvert. J'imagine que là, le monde, ils ont plus les capacités mentales, ils ont moins de stress par Mm. rapport à ça. Là. Ça serait à vérifier, mais oui, ça serait logique. Ça serait logique d'assumer ça. J'ai bien hâte de voir. Là. Mais ça va être intéressant là, parce que là, de ce que moi je vois, tu as comme un espèce de boom de l'activité physique. Genre. Le monde Ouais. sont plus actifs. La question, c'est ça va-tu rester dans le temps? Puis l'affaire, c'est que les gyms ont perdu quand même une bonne partie de leur achalandage. Je sais pas, tu savais dans Vraiment. le gym? T'as-tu un. Ouais. Ouais? Ouais. Vraiment moins de monde. Ouais. Largement moins de monde. C'est ça, fait que tu sais, en termes de ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va changer nécessairement. Parce que tu sais, tu pourrais être en santé sans t'entraîner dans un gym en étant plus actif, Ouais. mais souvent ça l'aide aussi. Fait que j'ai hâte de voir, mais oui, c'est ça, il y a plusieurs composantes à ça qui vont être évaluées, mais tu sais, il y avait eu un truc qui avait, puis ça ramène un peu à notre conversation, Didier Brassard qui avait travaillé sur une étude pendant la COVID, c'était juste sa première vague, dans le temps où est-ce que tout était fermé. Fait que là, il y avait moins de fast-food, il y avait moins de restos, les restos n'étaient pas adaptés encore. Mais eux autres, ils avaient vu une stabilisation du poids. Fait que le monde n'avait pas pris de poids, juste à cause que le monde avait cuisiné plus pendant la COVID. Là, c'est fucking hot. C'est fou, ça. T'arrives, C'est nice. t'arrives à un impact où t'es genre, laisse faire ta glycémie, mon homme. Genre, arrête C'est de ça. focusser sur ces petites crises d'affaires-là. Genre, c'est juste une affaire aussi simple que le monde a cuisiné plus, on mangeait moins de resto, ça a stabilisé leur poids. Là. C'est super ridicule, c'est super petit, puis ça a eu un gros impact. Là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai hâte de voir parce que après ça s'est gâté un peu. C'était dans les premiers mois. Fait que le monde était peut-être plus en mode adaptation. Après ça, le monde a recommencé à travailler. Parce que, tu sais, ultimement, tes habitudes de vie sont un produit de comment tu vis ta vie et de la façon que tu fais tes affaires. Fait que, tu sais, si t'es le genre de personne, puis la société fait qu'on travaille de 7 à 8, puis qu'on est dans une société très performance, très ci, très ça. Fait que là, que tout soit fermé, mais que tu aies les mêmes horaires ou presque, mais que tu arrêtes au team en sortant, ben, ça devient quand même quelque chose de possible, là, je pense. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a vraiment touché. Là. Ouais. Pour revenir au cardio, Ouais, ça pas c'est de stress, correct. pas de Ça stress, se pas de passe stress. tout le temps de même. Lequel, tu sais, clairement, il y a du monde qui se dit, hey, là, faut que je fasse des hits pour perdre du gras ou faut que je fasse du steady state? Tu sais, lequel des deux va me faire perdre le plus de gras? Il y a clairement du monde qui se la demande. Fait que, tu sais, la réponse, c'est quoi? Ben moi, j'argumenterais que faire du cardio pour perdre du gras, à moins que tu aies en prep, c'est une mauvaise idée. Là. À la base, là. Moi, j'argumenterais, à moins que tu sois vraiment à un niveau très avancé. Là. Tu vas faire du cardio pour bien d'autres raisons que perdre du poids. Parce que concrètement, sur la dépense énergétique entre les différents types, il n'y a pratiquement pas de différence. Là. Mettons qu'on prend la haute intensité versus du continu. Ça serait un Ouais. bon exemple. Parce que là, on fait de la haute intensité. Le mythe de la haute intensité est basé sur l'hypoc, la consommation d'oxygène post-exercice, concrètement. Fait que là, l'idée, c'est que tu brûlerais plus de calories après ton entraînement que pendant. Fait que là, c'est plus logique de faire de la haute intensité que de faire de l'intensité plus basse à cause de ça. C'est plus efficace, en guillemets. Là, tu tombes right. Mettons un protocole typique de haute intensité. Tu fais du 2 minutes on, 1 minute off, puis ton 2 minutes qui est à côté dans le tapis. Puis là, réalistiquement, si tu fais de la haute intensité, tu ne feras pas ça 15 fois ou 20 fois. Tu vas faire ça 10-15 fois. Mais l'intérêt, c'est que ce soit plus court à la base. Hein. Exact. Fait que là, mettons qu'on compare un 20 minutes de cardio continu, puis que tu as 10 minutes d'intervalle de travail, mettons. Ben, c'est que on part avec ça. Ça veut dire que pour avoir une consommation avoir une dépense énergétique qui serait similaire, parce que tu as quand même 2 fois plus de temps total d'effort, il faudrait que tu brûles 2 fois plus de calories à de la haute intensité. Fait qu'il faudrait que tu actes ton corps de concrètement 200 quelques %. Genre. Fait que moi, je suis ouvert à ça. C'est-tu réellement ça qui arrive? Ben non. Tu sais, tu te rends compte que oui, encore là, ça ramène à tous les exemples qu'on a dit tantôt, soit avec la créatine ou avec tout ce qui était cardio à jeun, tu arrives à alright, fine, il y a définitivement une différence. Le HIPOC, c'est le coût de récupération. Si tu torches plus dans ton entraînement, ton coût de récupération est plus élevé. No shit. Genre, c'est sûr que oui. Là. La question, c'est à quel point il est plus élevé. Ben, concrètement, on parle de 3-4 calories de l'heure.
À Ben, c'est l'heure. ça. Pas à minute, à l'heure de plus en différence. Fait que tu sais, ta haute intensité est plus énergivore, clairement, de 3 calories par heure. Il y a une différence. Si tu passes des chiffres, tu mets ça dans un logiciel de stats, je te promets que ça va sortir significatif. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais réellement avec ça? Fait que tu sais, en termes de vraiment capacité à brûler de l'énergie, potentiellement que le hit va être inférieur en termes de vraiment durée parce que le design fait qu'un steady state est plus long. Fait que Exact. c'est là, évidemment, ça va être plus énergivore, mais l'avantage est aussi l'inconvénient en sens que c'est plus court. Fait que là, ça va être plus efficace de faire comme ça si tu as moins de temps. Mais tu sais, en dépense énergétique totale, la différence si présente va être très, très, très minime. Fait que la réponse, ça serait vraiment ce que tu préfères. Puis l'affaire encore là, c'est qu'il faut, pour faire un vrai, tu sais, une autre intensité, là, c'est pas juste de, tu fais 30 minutes raid, là, tu fais 30 secondes raid, là, c'est pas juste ça, c'est que tu es censé compter tes affaires, puis tu sais, faire un à haute intensité sans avoir évalué ton VO2 ou sans savoir ta vitesse maximale aérobie ou ces affaires-là, théoriquement, ça ne marchera pas là, parce que c'est rare que tu fais des protocoles de haute intensité réels sans avoir ta vitesse ou sans avoir ton intensité. Puis, tu sais, moi, si je fais des vannes, il faudrait que je cours à 15-16 km de l'heure, là, mettons pour les 2 minutes, des affaires comme ça. Ça serait pas long, je me chierais dessus. Là. Genre, ça serait vraiment, vraiment pas plaisant. Là. Puis, tu sais, c'est pas juste de normalement, je fais à 10, mais là, je vais faire 2 minutes à 12. Là. Ça te prend un chiffre, ça prend ça, il faut que tu sois capable de le répéter. Puis, c'est des entraînements qui sont très, très, très difficiles. Puis là, les bénéfices sont grands quand l'intensité est grande. Fait que, tu sais, c'est ça le problème, c'est que c'est souvent vraiment, vraiment mal fait dans le design. Puis c'est le même exemple avec Tabata. T'es comme, faire 20 secondes d'effort, c'est une chose. Faire 20 secondes à 150 de ta PAM en est une autre, à 100 je ne sais pas. Sérieusement, là, je ne sais pas si je suis capable de. La PAM, parce que j'ai nommé le nom souvent, c'est la puissance maximale aérobie, concrètement. C'est utilisé beaucoup en vélo. Puis ça veut dire, c'est la capacité. Dans le fond, pour garder ça simple, c'est pas mal ta capacité aérobie maximale sur un vélo, plus ou moins. C'est pas mal ce qu'on sert. Là. Puis, tu sais, je sais même pas si je suis capable d'aller chercher 150 de ma PAM pour une fois, genre. Si je fais un vrai Tabata, il faudrait que je le fasse 8. Fait que c'est ça, ça serait de la haute intensité, puis il faudrait que je fasse ça pour aller chercher les bénéfices. Fait que c'est ça l'affaire, c'est pas juste de faire une chose, c'est se demander à combien il faut que je la fasse aussi, puis comment il faut que je la fasse. T'sais. Mais la différence, parce que c'était plus ça la question en termes de composition corporelle, puis en termes d'énergie, il n'y a pratiquement pas de différence. À faire de la haute intensité versus de la basse intensité, c'est vraiment ce que tu préfères faire. Puis tu sais, moi, j'argumenterais que, encore là, c'est le même mindset un peu. C'est la haute intensité, c'est nouveau, on a trouvé ça, on a trouvé cet élément-ci, ça se vend bien, puis c'est une nouvelle chose à faire. Tu sais, ça a des super bons côtés. Là. Si tu as besoin de travailler ton VO2 ou de monter ton VO2, mais ça risque d'être plus logique de travailler à plus haute intensité. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas perdre plus de gras, mais si tu travailles à plus haute intensité, tu vas avoir un meilleur moteur aérobique, tu vas être capable d'être plus actif, ce qui augmente ta capacité à dépenser des calories parce que tu sais, tu es bien merdeux, là, puis tu vas brûler peut-être 10 de ta dépense énergétique totale dans ton entraînement. 10 tu es généreux. Ça t'a vraiment fait un bon workout. Là. Tu serais très, très, très chanceux. Fait que, tu sais, là, le monde focus sur le 30 minutes de cardio continu qu'il a fait, mais l'écrasante partie de dépense énergétique, elle vient de ton activité physique à l'extérieur du gym. Elle vient de ton métabolisme aussi, mais tu n'as pas beaucoup de contrôle là-dessus. Elle vient de ton métabolisme, elle vient un peu plus de ton coût digestif, mais de ces affaires-là. Mais tu sais, concrètement, ça n'aura jamais, jamais autant d'impact qu'à être super actif. À moins que tu sois un athlète d'endurance de très, très haut niveau, là, ça ne va jamais, jamais de côté. Tu ne seras pas dans la même catégorie pendant tout. Là. Exact. Mais je pense que c'était avec Max qui disait ça. Tu mettons la différence entre un steady et un hit. Un hit, c'est beaucoup plus intense. Souvent, le monde, il sort de là pas mal plus batté. Ah ouais. Le reste de la journée, ils sont tellement décrissés sur le hit qu'ils ne bougent plus le reste de la journée. Fait que leur dépense énergétique totale est moindre que s'ils avaient fait une marche là, au bout de la ligne. Ouais, ah ouais, ça c'est clair. Puis ça, on voit ça. Puis ça serait logique aussi de penser ça. Nous autres, quand on faisait des tests de VO2 au labo, on avait une chaudière à vomi. Là. C'est ça de la haute intensité. Là. On avait littéralement une chaudière à vomi qui était prête à usage et qui servait plus souvent que j'aimerais ça te le dire. Pour vrai, là, c'est ça de la haute intensité, puis c'est super bénéfique quand tu veux créer des adaptations aérobiques. Mais là, le problème, c'est que le monde font le saut à dire donc ça marche pour la perte de gras. C'est pas la même condition, c'est pas la même chose. Il y a d'autres paramètres qui vont prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans une perte de gras. Dans un sport d'endurance, la capacité à être intense, d'avoir un haut VO2, ça va être corrélé à ta performance jusqu'à un certain point, là, mais ça va être très, très fortement corrélé à ta capacité de faire une performance. Mais ça ne veut pas dire que c'est lié à une perte de gras pour autant. T'sais. C'est pour ça que c'est un peu la métaphore de mesurer de savoir ce qu'on mesure. Si tu mesures la perte de gras, ton VO2 il est important jusqu'à un certain point, mais ça ne reste pas ton marqueur primaire. Ton entraînement n'est pas ton marqueur primaire dans une perte de gras. Là. J'aimerais ça dire au monde que c'est l'entraînement qui fait une grosse différence. Je suis entraîneur, ça serait vraiment bon pour moi, mais
c'est pratiquement pas vrai. Là. C'est quoi qui fait la différence? C'est multifactoriel, clairement, mais tu sais, mettons, Pour une paire de gars? ouais, mettons, l'entraînement, c'est plus un plus que c'est ce qui va faire la différence, vu que ça reste 1 heure sur 24 heures. Si l'entraînement est un ancrage pour avoir des bonnes habitudes de vie, ça va faire une énorme différence. Si le fait que tu t'entraînes, tu as un meilleur mode de vie, tu as ci, tu as ça va vraiment, vraiment changer de quoi. Mais tu sais, plus souvent qu'autrement, là, lorsqu'on va ça va passer par les apports, là, c'est souvent le problème. Les deux problèmes sont relativement simples. Les gens sont de plus en plus sédentaires et ont des apports qui sont de plus en plus élevés. Concrètement, ça va se structurer là-dessus. Tu sais, tes apports, ils vont être très, très, très difficiles à abaisser si tu ne cuisines pas ou si tu n'as pas quelqu'un qui cuisine pour toi d'une quelconque manière. Ça peut se faire, mais tu sais, c'est une des premières choses que les gars en prep font, en bodybuilding de haut niveau, là, c'est qu'ils arrêtent d'aller au resto, ils contrôlent toutes leurs affaires, puis c'est là qu'ils s'assurent qu'il y a un haut niveau de contrôle. Puis tu sais, avec le trend de tout ce qui est aliments transformés, tu sais, juste dans les épiceries, là, les parties des aliments transformés, ça augmente de semaine en semaine, on dirait. Là. Comme il y a juste quelques années, il y a eu une nouvelle épicerie quand j'étais à l'université. Fait que là, ça fait quand même un bout, là, ça fait 6 ou 7 ans. Là. Mais tu sais, il y avait une nouvelle épicerie qui était venue, puis il y avait un gros rayon de mets préparés dans le temps, là, puis c'était genre 3 frigos. Là. À cette heure, ils ont des allées complètes de ça. Là. Fait que tu sais, la transformation, ça devient un problème sur la qualité nutritive. Ça devient un trend alimentaire qui est là. Fait que tu sais, puis les gens ont de moins en moins de connaissances de cuisine. Fait que ça vient vraiment, vraiment nuire. Mais en termes d'activité, sur les deux affaires qui font une grosse différence, c'est ça, là, ça va être d'avoir une meilleure alimentation, de ne pas canaliser tes émotions dans la nourriture aussi, mais ça serait une autre conversation. Avec un mode de vie hyper performance, bien, je pense que le monde a tendance à laisser aller un petit peu plus dans la bouffe puis à se récompenser un peu plus, ce qui pourrait être un problème. Mais tu sais, l'affaire, c'est que quand tu es en surpoids, un truc que le monde ne réalise pas, là, c'est que quand tu es en surpoids, toute activité physique devient de plus en plus difficile. Tu es plus pesant. Tu as plus de masse à déplacer sur une distance précise. Fait que là, les gens se ramassent à être dans une espèce de je suis plus dur à déplacer, je bouge moins. Le fait que je bouge moins me rend plus sédentaire. Fait que, tu sais, puis là, le fait que tu bouges moins, ben, ça te rend encore plus déconditionné. Fait que tu as beaucoup de gens qui vont être coincés vraiment dans cette spirale-là. Tu sais. Puis ça, c'est un gros, gros problème parce que si tu n'as pas la capacité physique d'être plus actif, comment tu vas faire pour être plus actif? Tu sais? C'est pas juste de bouger plus. La majorité des gens ne sont pas capables de bouger plus. Ou tu sais, j'en ai eu une fille, là, genre hier, littéralement, pour ramener ça à une thématique actuelle, là, la personne, elle a sorti, puis elle me dit, hey, j'essaie d'aller marcher, puis je commence à m'entraîner, puis là, j'arrête après 3 semaines. Puis là, je suis alright, on va compter tes affaires, on va checker ce qui se passe, là, elle est quand même en surpoids, quand même assez prononcé, là, elle est dans 300 quelques pour une fille, là. Puis là, on sort des affaires, puis là, elle me dit, tu sais, je suis pas capable de courir. J'étais comme, man, tu pèses, tu dis pas ça comme ça, là, mais tu fais comme tu pèses 300 livres. Prends n'importe quel coureur élite, rajoute 150 livres de poids, envoie-le courir. Ça se peut que ça aille moins bien, là. Ouais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que les mondes arrivent avec, ils n'ont pas la condition physique pour perdre du gras. Fait que là, l'entraînement devient quasiment une nécessité pour augmenter ta capacité, pour avoir une condition qui te permet de faire une perte de gras. Fait que là, ça devient un triple ou un quadruple cercle vicieux, tu sais. C'est là que la conversation devient vraiment intéressante. Là. Ouais, je pense que c'est ça que les gens comprennent un peu moins. Tu sais, que la perte de gras, c'est. Tu sais, le monde pense vraiment que l'heure que tu mets dans le gym, c'est ce qui fait la différence au bout de la ligne si tu perds ton 2% ou tu le gardes. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, l'heure que tu passes dans le gym, comme oui, tu sais, ça va aider, mais les 23 autres heures, c'est quoi tu fais? C'est pas mal plus là que c'est important. Tu sais, tu dors-tu? T'es-tu assis sur ton sofa le reste de la journée à regarder Netflix? C'est quoi tu fais les 23 autres heures? C'est pas mal plus là que la réponse se trouve, selon moi, que dans l'heure d'entraînement. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui vont se servir de l'heure d'entraînement pour être un ancrage dans les habitudes de vie. Genre, Exact. quelqu'un qui s'entraîne, tu es plus actif, tu manges mieux parce que tu t'es entraîné ou parce que tu t'entraînes. Il devient une partie genre identitaire de ça. Genre, je suis quelqu'un qui m'entraîne, fait que je vis comme ça. Genre. Mais non, c'est clair. C'est clair que tu n'as aucun type d'entraînement qui va outrepasser un mode de vie sédentaire, malheureusement. C'est pas pour une perte de gras pure et nette, dans le sens que, tu sais, on va leur mettre dans le chiffre, là, juste parce qu'ultimement, ça va être un déficit calorique. Je sais qu'il y a bien des gens qui vont me dire, je sais, je ne considère pas les hormones, je ne suis pas bon là-dedans, je suis un idiot, tout le monde sait qu'il faut que tu gères ta glycémie. Il n'y a jamais personne là-dedans qui a fait un esti de mesure de glycémie, mais tout le monde sait que c'est vraiment, vraiment important et que c'est ça qu'il faut faire pour la perte de gras. Je sais, je suis un idiot, mais admettons qu'on laisse tomber l'aspect hormonal pour l'instant. Ultimement, ça va passer par un déficit calorique, right?
Et tu sais, quelqu'un qui est très, très sédentaire dans son mode de vie, même s'il y a 1 heure d'entraînement, ça va faire que sa dépense énergétique totale va être relativement basse. Concrètement, ça va être son métabolisme et le coût digestif de ses aliments, plus ou moins. Ça va être la seule chose qui va être là. Fait que, tu sais, là, mettons, on met des chiffres, la personne elle a un métabolisme de 1005, puis est à, mettons, son maintenance est à 1007 à peu près. La personne est à 1007 pour perdre du gras, whatever. Mais là, elle ne bouge pas. Fait que là, la seule façon que tu as de faire perdre du gras à ta personne, c'est de le remettre sur des diètes qui sont tout le temps plus basses, tout le temps plus basses, tout le temps plus basses, tout le temps plus basses. Tandis que la personne elle aurait juste un niveau d'activité physique un peu plus grand. Si elle ne mange pas plus, tu deviens sur un plan qui est beaucoup, beaucoup plus maintenable. Tu sais. Ouais. Mais pour être plus active, il faut qu'elle ait la condition pour être plus active. C'est là que la roue de l'entraînement va tourner, dans le sens que l'écrasante majorité des gens en perte de gras vont devoir s'entraîner d'une quelconque manière. Tu sais. Puis pour augmenter leur condition physique. Tu sais, si tu pèses 300-400 livres, monter des escaliers, ça va venir une composante de force relativement rapidement. Là. Ça va prendre une bonne capacité à lever ton corps et élever ton corps souvent. Là. Fait que, toute l'activité va passer là-dedans. Juste déplacer ton corps va te demander d'avoir une plus grande charge, d'avoir une plus grande masse musculaire. Hein. Fait que c'est clair, hein, c'est définitivement ça. Là. Mais le mode de vie va dicter toutes les adaptations qui vont être là. Tu n'auras pas d'entraînement en 1 heure qui vont tout changer, ça c'est clair. Exact. On parle beaucoup de l'aspect scientifique. Puis moi, c'est de quoi je voulais qu'on parle ensemble. Yes. Dans notre milieu, je trouve que on regarde un peu trop les gens qui parlent beaucoup de ah ouais, mais tu sais, check cette étude-là. On les regarde un peu comme si ah, mais toi, t'es pas sur le terrain. Ou toi, puis tes études. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Puis je suis curieux de savoir si tu sais un peu pourquoi c'est comme ça. Puis pourquoi c'est. Moi, je suis au courant à quel point c'est important l'étude. Ça reste que c'est ça, c'est des vraies données. Mais pourquoi c'est si important? Mais avant tout ça, pourquoi, selon toi, tu penses qu'il y a comme une certaine guerre entre le côté plus scientifique et le bro science? Ben, c'est une guerre qui est méritée, là, je te dirais. Il y a beaucoup. Enfin, c'est pas une guerre qui est méritée, c'est que. Moi, je pense que la responsabilité est principalement du monde scientifique. Je pense pas que la responsabilité est du monde de la recherche parce que dans le monde scientifique, que ça te plaise ou non, je l'ai dit un peu dans mon intro, mais il y a une énorme guerre de financement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de financement. C'est comme ça que tu réussis à rester en recherche, comme ça que tu fais ça. Puis la vérité, c'est que dans le monde de l'entraînement, il y a à peu près personne qui finance ça d'une quelconque manière. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent qui s'en va dans ça. Fait que là, les chercheurs se ramassent à passer par d'autres sphères ou se ramassent à passer par d'autres affaires pour étudier, pour avoir leur affaire. Fait que là, ils passent sur l'activité physique pour la gestion du diabète, l'activité physique pour telle condition, qui là deviennent des trucs beaucoup plus étudiés. Fait que là, ça ne devient pas des experts précis dans l'entraînement ou chez les populations saines. Fait que là, ça fait plein d'études qui... C'est moins pire, c'est définitivement moins pire que c'était il y a quelques années, mais c'est un truc qui date, ça, là, cette guerre-là entre le monde de la science et le monde de l'entraînement, parce que les scientifiques étaient déconnectés. Puis je pense que la game de financement était une des raisons pour lesquelles c'était déconnecté, justement, parce que les gars devaient passer par 6 000 autres affaires pour acheter du financement pour faire leurs études. Fait que là, ça donne plein de gens qui sont des spécialistes en lombalgie, puis que là, qui utilisent du deadlift pour des lombalgiques, mais tu arrives à quel point est-ce que c'est comparable pour quelqu'un qui n'a pas de lombalgie, tu sais. Puis c'est là que les choses vont devenir vraiment intéressantes. Tu sais, tu tombes avec plein de protocoles, puis je ne suis pas un expert en diabète, là, fait que mon opinion ne devrait même pas être considérée. Là. Mais tu sais, tu as bien des affaires qui marchent pour des diabétiques qui ne marchent pas pour des êtres normaux. Tu sais, tu tombes un impact où est-ce que tu regardes, tu es comme, alright, fine, on a trouvé une augmentation de la personne a une meilleure glycémie. Mais good, moi je tombe à ça, mais la personne, sa glycémie était problématique au départ. Fait que là, sa valeur est à 8, elle descend à 6, mettons à 7,5. C'est un gain significatif, mais quelqu'un que sa glycémie est normale, puis elle descend, est-ce que ça va réellement changer de quoi? Bien, probablement pas, tu sais. Mais le problème, c'est que ça, c'est basé sur des réelles études qui sont faites chez les populations, qui sont malades, tu sais. Fait que je pense que la recherche a une grosse responsabilité là-dedans à faire des études qui sont carrément pas applicables à l'entraînement, tu sais. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois ça comme tu veux, mais on n'a pas une façon de mesurer l'hypertrophie, on n'a pas. Ouais. Même quand tu tombes dans un DEXA ou quand tu tombes dans des affaires comme ça va rester des estimations, ça reste de l'imagerie, tu sais. Puis le problème avec un DEXA, puis le problème avec un modèle bicompartimental du corps, où est-ce qu'on sépare le corps en masse grasse et masse maigre, genre, c'est que tu as bien des affaires qui vont dans masse maigre qui ne sont pas du muscle. De l'eau, c'est pas du muscle là, en grande majorité, tu sais, puis tu tombes dans des affaires où est-ce que la personne, elle pourrait juste avoir augmenté la quantité d'eau à l'intérieur de son muscle. Elle n'a pas pris de masse musculaire ou elle a joué avec ses réserves de glycogène. Mettons, elle a monté ses réserves de glycogène. Mais ça va être dicté comme étant une augmentation de la masse maigre. Mais c'est pas de la masse maigre. Elle a juste plus de réserves de glycogène. Là.
Tu sais, fait que ça devient très, très compliqué comme ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde du côté terrain qui veulent juste pas avoir de remise en question, qui veulent juste se faire dire genre ça marche, puis c'est ça que je fais, puis moi je le fais comme ça. Fait que je pense que la responsabilité est partagée de les scientifiques ont définitivement vécu sur une autre planète avant. C'est définitivement quelque chose qui est en train d'être moins pire. Mais avant, il y avait beaucoup, beaucoup de déconnexion avec ce que les gars du terrain faisaient. Puis je pense que les gars du terrain, ils sont comme nous autres, on fait ça, ça marche de même, puis qu'ils ne se posent pas nécessairement de questions, puis qu'ils ne sont pas ouverts à la remise en question. Puis c'est ça, le plus beau héritage que j'ai eu du monde scientifique, c'est pas une capacité de lire les études, c'est une remise en question constante. Genre. Exact. Puis c'est ça qui est important de chercher en entraînement, c'est que tu arrives à un impact où est-ce que faut que tu sois tout le temps en train de te demander si ce que tu fais est la meilleure chose pour toi, puis c'est la meilleure chose pour tout le monde, parce qu'il y a bien des affaires qui marchent pour moi et toi, qui ne marcheront pas pour lui et elle. Genre. Fait que, c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes, dans le sens que faut que tu sois ouvert à te faire dire que ce que tu fais, ça ne marche pas. Puis là, ça te prend une ouverture d'esprit pour changer ça. T'sais. Puis c'est là que les choses vont jouer, c'est que les scientifiques disaient au monde, faites pas ça, ça ne marche pas. Mais là, les gens faisaient, vous êtes qui, vous êtes déconnectés. Puis là, il y a une espèce de clash là-dedans, je pense. Fait que je sais pas à quel point c'est une guerre, mais tu sais, des gros scientifiques terrain de l'entraînement, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais, mais je pense que ça fait en début de carrière en tant que tel, tu veux tout le temps savoir, OK, ouais, c'est le même. Tu sais, comme à l'école, qui pourrait faire ton calcul en maths, c'est ça, sur ça. Puis tu sais, OK, good, ça marche. Puis là, tu arrives, mettons, au niveau entraînement, tu recherches un peu cette même structure-là. Mais tu sais, pour l'avoir, tu sais, ça fait 4-5 ans que je suis dans le milieu. À chaque année, si je remonte il y a un an, je suis comme, asti, qu'est-ce que je faisais là? C'était n'importe quoi. Ah ouais. Puis tu devrais C'est ça. avoir ce procédé-là. Si, honnêtement, je serais déçu de moi-même, là, si dans un an, je me dirais, fuck man, à quoi je pensais, genre. C'est que tu Ouais. n'évolues pas comme personne, c'est un des pires constats que tu peux arriver, tu sais. Mhm. Selon mon avis, c'est probablement discutable. Là. Mais tu sais, je pense que ouais, c'est clair, il faut que tu remettes en question. Si tu fais les mêmes affaires en tant qu'entraîneur il y a 10 ans, tu as un crise de problème, mon homme. Là. Ça, c'est clair. Là. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu n'as pas appris, genre. Exact. Fait que c'est définitivement ça. Puis c'est ça qui vient toucher, c'est que ça change énormément selon les personnes. Puis il y a des trucs aussi qui vont se passer de textbook qui ne marchent pas. Mon workout actuel en ce moment, là, je fais un bon vieux bro split. C'est le genre d'affaires que je faisais quand j'avais 14 ans. Genre. Puis là, tu pourrais me dire, alright, le volume est trop bas. Il n'y a rien qui marche. Ça ne sera pas suffisant pour générer de l'hypertrophie ou générer quoi que ce soit. Le volume n'est pas assez élevé. C'est vrai, genre. Mais à l'époque dans laquelle je suis dans ma vie, un gros split, ça reste relativement soft à faire. Puis je suis vraiment, vraiment brûlé dans d'autres sphères de ma vie. À cause du professionnel, entre autres, puis de l'écriture, comme on a jasé tantôt. Fait que là, c'est ce que je suis capable de tolérer comme entraînement en ce moment. Mais je vois des gains avec ça. Fait que même si c'est pas textbook parfait, ben ça marche, tu sais. Fait qu'il faut être capable de le voir avec la personne, puis faire right, qu'est-ce qui fonctionne pour elle, genre, puis qu'est-ce qui fonctionne dans tel moment, tu sais. Fait que c'est là que ça devient vraiment compliqué, c'est que tu as plein d'affaires qui marchent dans des conditions précises, genre. Exact. Il n'y a pas une structure qui marche. Moi, je me rappelle, le moment où j'ai été le plus en shape dans ma vie, je m'entraînais 2 fois semaine. Ouais, c'est Puis, tu clair. sais, je jouais au hockey 2-3 fois semaine. Tu sais, je bougeais vraiment, je mangeais bien. Puis 2 fois semaine de workout, mais combien de personnes? Ah, 2 fois, si ça vaut pas la peine de s'entraîner rendu là. Non, c'est vrai. Ben, pourtant, c'est là que j'ai eu meilleur résultat. Fait que Mhm. c'est vraiment une question de, comme tu dis, là, on parle de qui en ce moment? Là? Quelle personne, dans quel contexte? C'est clair. Puis tu sais, là, définitivement, le fait que tu joues au hockey, ben, ton niveau d'activité physique était quand même un peu plus haut. Là. Ça, c'est une très bonne Exact. chose, en fait. Là. Mais tu sais, une affaire qui va venir vraiment, vraiment intéressante aussi, c'est que tu arrives à une époque où est-ce que le monde sont tellement focusés d'en faire plus. Ouais. Genre, faut que je fasse plus de reps, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ben, réalistiquement, man, si tu fais 6-7 workouts dans une semaine, tu t'entraînes pas assez fort. Ouais, Tu exact. t'entraînes juste pas assez fort parce qu'il n'y a aucun humain qui peut lifter en à côté 6 jours semaine, même s'il produit. Là. Même s'il produit puis c'est stéroïdes, probablement que tu t'entraînes 7 fois semaine, tu t'entraînes pas assez fort, mon homme. Mhm. Fait que c'est là que la conversation vient. C'est comme, non, man, la priorité devrait être de faire mieux, ça devrait pas d'en faire plus. Puis si tu as une surcharge progressive qui fait du sens, ce qui est le but avec genre de l'entraînement, c'est de créer un mécanisme de progrès, right? Moi, Mhm. j'ai aucune misère à croire que tu peux faire ça par 2 jours semaine. Là, c'est sûr que si tu entraînes 2 jours semaine, je m'attends à ce que tes workouts soient hard. Genre, il va falloir que tu Exact. pousses, il va falloir que tu l'ailles, mais hey, si t'es capable de récupérer puis tout se passe bien, aucun stress avec ça.
C'est sûr que ça te demande un type de workout qui va être un peu plus précis, dans le sens que tu ne peux pas juste avoir une journée de chest dos. C'est ça. Mais c'est clair que ça peut être possible, c'est clair. Puis je pense que les gens, c'est ça le problème avec la science ou avec le bro science en général, c'est que les gens sont tellement focusés sur trouver une méthode, trouver la chose qui marche, mon fucking précieux, genre, qu'on oublie de considérer où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui marcherait dans notre contexte actuel pour nous, genre. Quand tu connais juste un affaire, quand tu connais juste un marteau, ben tout est un clou. Puis c'est ça le problème, ça ne devrait pas être ça la science. La science, ça devrait être quelque chose qui nous fait réfléchir sur comment appliquer pour la meilleure personne, comment appliquer le meilleur outil pour la meilleure personne. Exact. Par rapport, il me restait une question par rapport au cardio. Ben oui. En prise de masse, on va souvent dire, fais pas de cardio, tu vas perdre tous tes gains. Ouais. Parce que ça augmente trop le cortisol. Oui. Si tu fais ça après, ta synthèse de protéines, ça ne marchera pas. Bref, je considère que c'est quand même un bon mythe, ça. Mm-hmm. Je sais pas, de ton côté, ce que tu en penses. C'est quoi la question, en fait? C'est que tu peux pas faire de cardio à cause que ça monte le cortisol. Si tu fais du cardio en prise de masse, tu nuis à tes gains parce que ça va monter ton cortisol. Puis on le sait, quand le cortisol est trop, ben, tu dégrades plus que tu... Oui, très certainement. Très certainement qu'un niveau élevé de cortisol pourrait nuire à tes gains. Ça, j'ai pas de misère à croire ça. Le problème, c'est qu'on prend pour acquis que faire du cardio, toute catégorie confondue, va monter le cortisol, ce qui est habituellement pas le cas. Mm-hmm. Il y a une différence. Puis, on parle de quoi comme cardio en ce moment? On parle de faire des hits, puis faire des grosses affaires qui ont un haut taux de récupération. Mais là, c'est clair que si tu fais du hit dans ton cardio, ben, tes ressources, ta récupération va être l'élément limitant. Fait que là, je m'attends à ce que tes gains ne soient pas optimales. Parce que quand on le met dans l'échelle de priorité du corps humain, ultimement, une des priorités, c'est de rester en vie. Ça va passer par la gestion de l'énergie, concrètement. Fait que, tu sais, bâtir du muscle, c'est pas très haut dans la liste de priorités du corps humain. C'est une dépense qui est très, très, très superficielle. Là. Fait que si jamais tu as quoi que ce soit d'autre qui va nuire à ça, moi, j'ai pas de misère à penser que si ton coût de récupération est trop élevé, ben là, ça va être au mieux du jog volume, là, ton hit. Là. Mais tu sais, moi, j'argumenterais que sur le cortisol, écoute, si tu ne te défonces pas et tu fais juste un cardio continu, ce serait hautement improbable de penser que tu vas avoir un impact négatif sur ton hypertrophie. Où est-ce que les choses vont devenir relativement compliquées, c'est que tu vas racheter une dépense énergétique, right? À faire du cardio. Fait que, tu sais, là, la question, c'est est-ce que dans le portrait large des choses, cette augmentation-là de la dépense énergétique va être significative pour toi, pour ton hypertrophie, genre? Fait que, tu sais, est-ce que ça va faire que tu vas tomber en maintien ou en déficit énergétique? Ça va faire que bâtir de la masse musculaire va être beaucoup plus dur. Fait que, tu sais, la réponse, ça va être oui puis non, dans le sens que si tu n'es pas en surplus énergétique, ton corps, je te promets que ton corps, ça ne sera pas dans ses priorités de bâtir du muscle. Ça, c'est clair canon. Là. Ça va être vraiment, vraiment loin dans la liste de trucs à faire. Là. Mais tu sais, l'affaire, c'est ça, c'est qu'on utilise, on a cette vision-là, même des hormones, comme étant ces êtres absolus qui peuvent contourner toutes les hosties de lois de la physique. Genre, on a cette vision-là que, à cause que telle hormone fait ça, ben, ça va avoir un impact sur ci. Mais tu sais, c'est beaucoup plus logique d'assumer que la relation est inverse. À savoir que l'énergie va avoir un impact sur les hormones, beaucoup plus que les hormones vont avoir un impact sur l'énergie. Genre, si le fait de racheter du cardio, tu te ramasses en déficit, tu te ramasses stressé, tu te ramasses avoir un haut coût de récupération, et ton cortisol, il va monter, mais le problème, c'est pas que ton cortisol est haut, c'est que ta surcharge d'entraînement n'est pas correcte, genre. Fait que, là, tu arrives à un étape où est-ce que bâtir du muscle est déjà assez difficile sans que tu rajoutes du stock autour, je pense. Là. Fait que, c'est clair, ça ne sera pas optimal, mais il faut arrêter de penser que parce qu'on monte le cortisol, les hormones, l'inflammation, c'est tous des trucs qui ont le dos très, très large. Là. Puis quand on les mesure, on se rend compte que leur contribution dans le portrait réel n'est pas si grand que ça. T'sais, tu pourrais, à déficit énergétique, mettons, on a souvent entendu l'argument que les diètes low carb ont un impact plus positif sur la perte de gras, principalement à cause de la gestion de la glycémie. Right? On entend relativement ça souvent. Ben, écoute, quand tu fais un déficit énergétique, que tu sois high carb ou low carb, ta glycémie elle va baisser anyway. Là. Si tu perds du poids en écrasante majorité des cas, fait que, c'est pas quelque chose qui est vrai. Puis là, si on dit ça, ben là, ça fait aucun sens parce que c'est le low carb qui a un impact positif sur la glycémie. C'est la relation potentielle de l'autre bord. Là. Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire attention avec les hormones. Les hormones, ça a le dos large. Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est tant instruit dans le monde de l'entraînement, inscrit, c'est. On a-tu le droit de parler de stéroïdes sur ton podcast ou ça passe pas? Oui. OK, on veut ça. C'est ça. Une des raisons pour lesquelles c'est tant inscrit dans la culture populaire du monde de l'entraînement, c'est principalement les stéroïdes anabolisants. Où est-ce que le monde, ils ont les hormones font ci, mettons. Puis là, c'est très vrai que si tu prends des anabolisants, tu vas avoir des résultats si tout le reste est correct. Mais tu sais, il y a une question de dosage là-dedans.
sais, j'ai un de mes amis qui a commencé à faire du stock, qui est allé faire un dosage hormonal juste pour le fun. Il a fait mesurer sa test. Et si je ne me trompe pas, sa valeur était 3 ou 4 fois plus haute que la normale. Nomme-moi n'importe quoi dans la vie qui a 400% d'effet. Trouve-moi une affaire dans l'entraînement qui a 400% d'effet. Juste une. Pas grand-chose. Je pense pas qu'il y en a, là. Honnêtement, je pense pas qu'il y en a, là. Tu sais, je pense pas qu'il y en a d'autres que ça. Fait que là, tu as un dosage qui est supra-physiologique, qui est pas atteignable d'une quelconque manière si c'est pas injecté ou si c'est pas consommé d'une quelconque manière, tu sais. Fait que là, la dose est juste stupide. Elle est énorme, la dose. Fait que là, le monde t'imagine que parce que tu as une fluctuation de 10% sur ta glycémie, tu vas avoir le même impact que 400% de stéroïdes, mais c'est pas le cas, là. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que c'est propice à la dose, là. C'est propice à l'intensité, l'effet n'est pas le même. On n'est pas dans le même scheme partout. Exact. Moi, je retiens vraiment d'aujourd'hui, puis j'espère que c'est ce que les gens vont retenir, que quand ils lisent quelque chose, de un, qui se demandent on parle de qui dans ce contexte-là, mais d'aller vraiment fouiller, tu sais. Je me rappelle, tu sais, au début, tu as dit par rapport aux légumes, la différence était tellement minime, mais c'était vrai qu'il y en avait une différence. Fait que de vraiment plus se casser la tête pour aller regarder des chiffres réels, moi, c'est vraiment de quoi je retiens aujourd'hui. Mais tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand tu lis une étude scientifique, tu ne devrais jamais lire le résumé. J'en ai écrit des résumés, des abstracts, là, c'est vraiment de la merde, écrire un abstract, sérieusement. Tu es en train de rentrer 3-4 ans de travail en genre 150 mots, des fois 75. Là. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu dénatures, tu enlèves tout ton contexte, tu enlèves toutes les informations pour faire fitter ça. Lire le résumé d'une étude, c'est pas lire l'étude. Après ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu regardes la méthodologie. Après ça, il faut que tu regardes, alright, chez quel type de population ça a été fait? C'est quoi le protocole qu'ils ont fait? Parce que tu as bien des affaires, ça a force, mettons, qui montrent. Mettons, je vais prendre un exemple actuel, on va prendre les SARMs, mettons, et on va changer des SARMs. L'écrasante majorité des protocoles, parce que c'est un réel médicament qui a été validé, les SARMs, c'est quelque chose qui a été abandonné beaucoup parce que, ben, en tout cas, je ne suis pas dans une compagnie pharmaceutique, là, mais réalistiquement, les bénéfices ne valaient pas tant la peine que ça, genre. Mais c'est quelque chose qui a été très, très validé chez la personne âgée sur un test qui s'appelle le 8 Feed, Get Up and Go, si je ne me trompe pas, qui est un test qui est vraiment validé chez la personne âgée pour sa condition physique. Concrètement, c'est de genre un timer, tu dis à la personne go, elle se lève, elle marche, elle revient, elle s'assoit, elle fait le tour d'un cône, elle s'assoit. Puis ça, c'est un des tests de force les plus validés qui existent chez la personne âgée puis de capacité fonctionnelle. Puis là, ils se rendaient compte que quand ils prenaient des SARMs, ben, ça avait un impact positif sur le Get Up and Go, ce qui est de manière assez claire un impact positif sur la force et la personne âgée. Mais on n'a pas parlé d'ajouter 10 livres sur ton squat ou acheter 2 pouces sur tes cuisses. Là. C'est la personne, elle coupe 1 seconde sur son test. Fait que c'est vraiment, vraiment important de se demander qu'est-ce que ça a été fait. Tu sais, les SARMs, c'est une autre affaire, mais les SARMs, il y a des côtés négatifs aux SARMs qui ont été observés. Puis les dosages sont 10 à 15 fois inférieurs, les dosages de recherche, à ce qui est recommandé de consommer. Fait que c'est sûr qu'il y en a des côtés négatifs, mais avoir des côtés négatifs chez une personne âgée qui reste peut-être 10, 15, 20 ans à vivre, puis que là, les symptômes apparaissent après 15 ans, mettons, ben, c'est pas la même conversation qu'un jeune de 20 ans qui commence à prendre des trucs qui vont sortir à 35. Fait que c'est vraiment important de se demander qu'est-ce qui a été fait, chez quel type de population, puis c'est quoi l'impact réel. À quel point est-ce que moi, je peux faire quelque chose de concret avec ça? Parce qu'une diminution de 2 points sur ta glycémie chez un diabétique, de 2 c'est pas la même affaire qu'une diminution de 2 chez quelqu'un de 5. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Un gros merci, Alex. Merci honnêtement, je retiens vraiment de vraiment plus d'exemples, d'aller voir vraiment les chiffres, ça ressemble à quoi. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te suivre? Alexandre Busque, Momentum HV, Facebook, Instagram, momentumhv.ca, tout devrait être là. J'ai aussi un podcast qui s'appelle La Confrérie de métal, dans lequel on parle à chaque semaine, on a un podcast sur une catégorie qu'on appelle les Science Review, où est-ce qu'on s'assoit puis on regarde des études. Fait que si les gens sont intéressés par ça, vous avez juste à venir à chaque jeudi. Nous puis Maxime, on s'assoit puis on regarde une étude puis on en parle. Fait que si vous avez aimé l'aspect de la science dans le monde de l'entraînement, vous allez très certainement aimer ça. Absolument, un excellent podcast d'ailleurs. Je l'écoute très souvent, donc je le recommande aussi à tout le monde. Merci à toi, j'apprécie énormément. Merci d'avoir pris le temps de me savoir, c'est vraiment, vraiment apprécié. Merci à toi.